Bonsoir Reda Benkiran. Bonsoir. Être à la reconquête du sens pour l'islam, c'est aussi, selon vous, réconcilier l'islam et la modernité. C'est possible à court terme ? C'est un projet qui court depuis près de 2 siècles. C'est ce qu'on appelle plus largement la réforme en islam. Mais aujourd'hui, elle est plus que cette démarche est plus que jamais urgente et importante. Je pense que les 2 siècles de réforme, malgré un certain nombre d'avancements sur la reconstruction de la pensée en islam, pour être en phase avec les défis de son époque, n'a pas tout à fait abouti. Je pense que il y a un diagnostic un peu critique, un peu négatif sur ces tentatives de réforme. Et donc, il faut reprendre le chantier. Et je pense que c'est le rôle des écrivains, des auteurs, des artistes, des penseurs du social et du politique de formuler un nouveau projet qui, justement, fasse que l'islam ne soit plus en déphasage par rapport à son temps, par rapport à la modernité. Le problème de l'histoire de l'islam, c'est que c'est le produit d'une grande civilisation et que la modernité a eu lieu, si vous voulez, il y a 8 à 10 siècles. C'est ça qui est un peu difficile, c'est que l'invention de la modernité a déjà eu lieu dans le passé et il s'agit de trouver quelque chose, de ne pas rejouer le passé, mais justement d'emprunter des nouveaux chemins possibles. Et c'est tout l'enjeu du projet aujourd'hui. En parlant des démons de l'islam, on peut citer les mots manipulation ou profanation qui ne vous sont pas étrangers, politisation de l'islam, on le voit à travers le wahhabo-salafisme entre autres, militarisation, les effets de ce djihad ou de ce pseudo-califat nous l'ont montré, une marchandisation à travers une marchandisation du halal par exemple. Tout cela c'est requestionnable, voire balayable. Tout à fait. C'est une démarche qui est critique, qui est aujourd'hui nécessaire, mais je voudrais faire un préalable. Je suis musulman, je travaille sur la question de l'islam à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, mais si j'étais juif, si j'étais chrétien, si j'étais bouddhiste, si j'étais hindouiste, je serais face au même problème. Nous avons des phénomènes de violence, de fondamentalisme, de retour zélote, tout à fait compatible avec un capitalisme qui a atteint son stade transcendantal. Et donc ce phénomène se décline à travers toutes sortes de religions. C'est le défi en fait que les religions, que d'anciennes traditions spirituelles doivent affronter. Comment survivre par rapport aux défis de l'époque, au développement des sociétés de plus en plus sophistiquées, et comment produire du nouveau sens. Donc mon travail, si vous voulez, je le fais dans le cas de l'islam, mais c'est des choses que l'on peut voir à l'œuvre dans d'autres traditions culturelles. Donc c'est important de montrer, de ne pas renforcer l'idée que l'islam est vraiment l'ennemi métaphysique de l'Occident, qu'il tient à la place du communisme par rapport en tant qu'antagonisme structurant. C'est une donnée qui est géopolitique, mais il y a des phénomènes qui touchent toutes les religions. Et dans l'islam, moi, je m'attache à faire un diagnostic et à faire une sorte de voyage dans l'intérieur de l'islamité contemporaine pour voir quels sont les facteurs internes de crise et les spécificités de cette crise et les moyens aussi de s'en sortir. Il ne s'agit pas de faire un constat uniquement négatif, il faut le proposer. Je dénonce une mainmise d'une raison religieuse dominante, mais je vois aussi émerger la possibilité d'une nouvelle raison religieuse en phase avec le XXIe siècle et l'avenir, tournée vers l'avenir plutôt que vers le passé. Mais vous plaidez pour une révolution, dites-vous, intellectuelle et cognitive, réviser le rapport au pouvoir et au savoir sans jamais détruire la foi. Foi et savoir, c'est un duo qui n'a jamais été simple de conjuguer. Absolument. Si vous voulez, moi je ne touche pas à la foi. Je ne touche pas au rituel. Donc la question de l'islam, c'est pas, je ne me fais pas la sociologie ou la philosophie des dieux ou des êtres surnaturels. Ce n'est pas cette question. Je ne touche pas à ce qui fait problème aujourd'hui dans l'islam contemporain, c'est le rapport au social, le rapport au politique, le rapport à l'économique, le rapport aux autres traditions culturelles, aux autres traditions spirituelles, la place de l'islam dans une humanité qui est à la fois unifiée et diversifiée. Donc il faut aussi que l'islam soit reconnu dans sa
légitimité, dans sa force démographique, dans sa jeunesse. Il y a des phénomènes très intéressants, il y a des grandes capacités dans les sociétés du monde islamique. Mais il faut aussi que l'islam puisse apprendre à critiquer ses propres fondements pour pouvoir produire quelque chose de nouveau sur le plan civilisationnel et qui puisse aussi apporter sa contribution, disons, à une civilisation qui sera mondiale ou qui ne sera pas. On n'est plus dans des phases de... Aujourd'hui, nous avons atteint une étape de civilisation où ce n'est plus une civilisation qui peut être hégémonique par rapport à d'autres. L'enjeu, c'est la multipolarité. On a testé, on a cru que le monde pouvait être unipolaire, l'hyperpuissance américaine. Nous avons constaté partout son hypernuisance. Aujourd'hui, le défi, c'est la coexistence de différentes pôles, de différentes forces, de différentes traditions culturelles. Et c'est l'enjeu qu'il faut relever du point de vue du monde islamique. Mais vous dites qu'il faut séculariser à l'intérieur de l'islam pour libérer le religieux. Oui, je défends ça, pas simplement à Paris ou à Genève, mais aussi dans les capitales du monde islamique. Je dis clairement qu'il faut absolument, quand je dirais, sauver la religion de ses propres démons, c'est-à-dire de l'autonomiser par rapport au pouvoir. Alors la question de la sécularisation, de la relation entre religion et pouvoir, c'est un phénomène universel. On peut faire des comparaisons, mais par rapport, par exemple, au christianisme. L'histoire du christianisme montre que l'Église était le pouvoir suprême politique, c'est-à-dire qu'il gouvernait au-dessus de tout autre corps institué. Dans le cas de l'histoire de l'islam, on voit que pratiquement dès la fin de la prophétie, dès la mort du prophète, le religieux a été lié au politique, mais pas en tant que servante du pouvoir. La religion a été la servante du pouvoir. C'est-à-dire que tout de suite, on a inféodé le religieux. Et on a institué un corps de religieux qui se sont mis à, si vous voulez, c'est un long processus, c'est un processus complexe dans l'histoire, qui se sont mis à légitimer des pouvoirs en place ou à contribuer à leur changement, à l'instauration de dynasties, à l'instauration de l'hérédité, du caractère héréditaire du califat, alors que dans le message prophétique, il n'est nullement question de dynastie ou même de testament politique. La prophétie a laissé ouvert aux hommes les moyens de s'auto-organiser. Et donc, si vous voulez autonomiser le religieux, c'est couper cette relation d'inféodation par rapport aux politiques. C'est tout l'enjeu aujourd'hui. On peut voir quelques signes, par exemple, à travers ces mouvements qui se sont passés, ce que j'ai appelé l'année lumière des Arabes, ces révolutions sociales qui ont eu lieu en 2011-2012, et qui ont donné à voir une forme d'autonomie. Mais qui, pour la plupart, sont dans l'impasse. C'est vrai que même la Tunisie, pour l'instant, tremble. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai parlé d'années-lumière, qu'on entendait que les effets de ces événements vont prendre plusieurs décennies à se déployer pleinement. Alors effectivement, aujourd'hui, nous voyons la violence, le djihadisme, le retour de toutes sortes d'autocrates et de dictatures, avec l'appui de toutes les principales chancelleries occidentales, et le retour de la violence et de la répression. Donc c'est vrai que dans le court terme, c'est une régression très très inquiétante. Mais je ne pense pas que les choses soient figées définitivement. Il faut voir ça dans le très long terme. Ces révolutions sociales sont ce que je considérais comme le plus important mouvement sociétal des 14 derniers siècles, c'est-à-dire depuis la naissance de l'islam. Un mur de la peur est tombé. Et si vous voulez, pour vous dire les choses très franchement, quand j'ai entrepris ce livre, qui est aussi 10 ans de travail, c'était pour répondre à la question des révolutions sociales arabes en disant la place du religieux, quelle est-elle? Parce que dans ces révolutions, il n'y avait pas de projet de société clairement établi. Les gens voulaient exprimer ce qu'ils voulaient renverser des pouvoirs. Ils y sont parvenus, mais ils n'ont pas voulu prendre le pouvoir. Ils ont exprimé des rejets, mais ils n'ont pas exprimé ce qu'ils voulaient construire. Et donc, à mon modeste niveau, j'ai travaillé de nombreuses années à travailler à une philosophie de l'islam, à un islam qui soit compatible avec la liberté, la dignité, la justice, et qui soit pleinement acteur dans l'État, dans les relations internationales, qui fasse du citoyen musulman un être pleinement émancipé et qui ne participe pas du pouvoir pastoral qui contribue justement depuis trop longtemps à l'autoritarisme, aux dictatures et
et disons à des phénomènes de grégaires, de traiter le plus grand nombre comme du bétail cognitif. Et ça, je crois que c'est programmé, c'est la fin. Il y a un processus d'alphabétisation, les sociétés sont de plus en plus sophistiquées, les jeunes sont même sans travail, ont un niveau d'éducation absolument inégalé jusqu'à ce jour, ils sont de plus en plus exigeants. Je pense que tout ça, je suis très optimiste sur le long terme, des transformations, c'est-à-dire le changement viendra de la base. Ce n'est pas quelque chose qui va venir d'un homme providentiel ou de maître à penser. C'est un processus que j'ai appelé rhizomatique. Nous sommes dans cette ère émergentiste de société horizontale. Or, l'islam, dans sa doctrine de base, c'est fondamentalement une société fraternelle, frères et sœurs. C'est un modèle horizontal. Il n'y a pas de père d'eux, de fils d'eux. Ce modèle, c'est le modèle anthropologique, c'est le modèle tribal, c'est le modèle du modèle arabe. Mais si vous voulez, ce n'est pas dans le texte coranique le modèle qui est proposé. Et c'est ce qui fait la modernité du projet d'une relecture du Coran, c'est que le Coran propose une société où fondamentalement il y a une seule mère, c'est la Ummah, c'est le mot qui dérive de de la mère, et sinon il n'y a que des frères et des sœurs. Donc un principe d'égalité. Et c'est cette démarche qu'il faut renforcer aujourd'hui. Aujourd'hui, les acteurs de l'histoire, ce sont les peuples, ce ne sont pas des individus, fussent-ils éclairés, ou des maîtres à penser, ou même des chefs de pouvoir, des chefs d'État, des chefs de tribus, qui pensent pouvoir conduire les masses comme des troupeaux en manipulant leurs croyances. Reda Benkiran, c'est vrai qu'à l'heure où l'on prend en tout cas attitude sur l'idée d'un savoir qui s'universaliserait, restons prudents à cet égard, vous promettez en quelque sorte de travailler à repenser la religion, je vous cite, à la lumière des sciences de la complexité. Ça, c'est la religion des savants, parce que la religion, de manière un peu plus grégaire, en général, elle ne s'accommode que fort peu de la complexité. Tout à fait, mais je vous rappelle l'idée que j'ai avancée au départ, que l'islam avait produit une modernité, et cette modernité a été le fait de savants religieux, mais qui étaient des savants qui maîtrisaient des sciences expérimentales, des médecins, des chimistes, des mathématiciens, des grands philosophes. On a produit une science. L'arabe a été pendant des siècles la lingua franca de la science. Ça nous donne une idée de pourquoi l'islam a constitué une civilisation assez unique. Mais où sont les Ibn Rushd et les Ibn Sina du XXIe siècle? Je pense que nous maîtrisons. Il y a une production phénoménale de savoir. Simplement, nous sommes enferrés dans des systèmes de société médiatique, de société du spectacle qui ne favorisent pas forcément l'émergence de ces acteurs. Je pense que ces penseurs existent, ils travaillent. Il y en a un certain nombre. Ils sont pour le moment sur la marge, mais à la faveur de mouvements de révolutionnaires ou de mouvements où les individus ne sont plus du bétail cognitif, mais qui se comportent comme des phénomènes de meute et qui se révoltent, ces penseurs peuvent devenir mainstream, si vous voulez. Et c'est un peu cette démarche. C'est quelque chose qui va se prendre du temps, mais je vous dis, en Occident, mettez l'accent sur des penseurs comme Mohamed Chahrour, que je considère comme le Spinoza arabe. Voilà, je vous réponds. Voilà, il y a des Spinoza arabes, il y a des gens qui ont un très haut calibre et qui font un travail et qui ont besoin d'être connus et reconnus, que les universités leur ouvrent leur espace, qu'ils puissent diffuser leurs idées, et vous verrez que les gens n'ont pas attendu, si vous voulez, que les choses se déroulent à Saint-Germain-des-Prés ou dans quelque autre capitale. Il y a des penseurs qui travaillent sur ces questions et qui mettent leur vie en danger sur le plan des idées qu'ils expriment. Je pense que c'est peut-être que la société médiatique a un rôle à jouer en mettant l'accent sur ces gens qui produisent du savoir, mais simplement vous n'y avez pas forcément accès. Le monde de l'édition aussi peut traduire des ouvrages, enfin la circulation des idées, faire circuler des idées novatrices, des idées audacieuses et des idées qui promeuvent en même temps cette révolution intellectuelle que j'appelle aujourd'hui. Au bout du compte, Reda Benkiran, est-ce que vous comprenez aussi le désarroi
des interlocuteurs, des concitoyens musulmans et musulmanes aujourd'hui qui ne savent par quel bout entreprendre la chose. Je le comprends tellement bien que j'ai constitué avec quelques amis un atelier de recherche Iqbal que j'ai intitulé pour l'atelier de pensée pour une pensée critique et créatrice en islam. C'est un carnet de recherche qui est en ligne et qui montre comment qui met en valeur toutes sortes de penseurs, de chercheurs, de toutes sortes qui ont des jeunes chercheurs qui ont peu d'expérience mais qui font des travaux de toute première importance ou des auteurs confirmés pour vous montrer que justement il y a toute une vie culturelle et intellectuelle qui est possible et qu'il faut justement tendre l'oreille vers ces signaux qui ne sont pas des signaux spectaculaires, qui n'appellent pas au scandale ou qui ne traitent pas de violence ou de géopolitique, mais qui, encore une fois, mériteraient que l'on s'y intéresse. C'est une faculté, je le dis sans fausse modestie, cet atelier de recherche, nous avons tenu un colloque sur la sécularisation et la citoyenneté en islam, c'est-à-dire nous appelons à des questions difficiles. Nous organiserons une conférence internationale sur le Coran. Que peut-on dire du Coran à la lumière des sciences d'aujourd'hui, en réunissant une variété de disciplines, mais aussi de chercheurs sur ces domaines, du monde occidental et du monde musulman, et de les réunir, ce qui n'a jamais été fait. J'ai aussi un projet de colloque sur la question de la femme, liberté et droit en islam. Simplement, il faut le dire aussi, ouvrez vos universités à ces penseurs et vous verrez que très rapidement, les idées pourront se propager. Parce que il faut, avec les moyens technologiques, avec la médiatisation, on voit le côté destructif, le côté un peu spectaculaire, réducteur, mais on peut utiliser ces outils pour diffuser des idées éclairées et mettre l'accent sur ceux qui font l'histoire, mais de manière invisible, et qui, à la faveur d'événements révolutionnaires ou de mouvements de population, peuvent se révéler les gens qui peuvent provoquer les bifurcations majeures dont nos sociétés ont besoin. Merci pour cette analyse et aussi cette proposition, Reda Benkiran, votre livre « Islam à la reconquête ».